Le plus haut taux de discrimination est en ressources humaines. En ressources humaines. Pour des postes de ressources humaines? Pour des postes de ressources humaines. Donc, des gens issus de la diversité appliquent sur des postes de différents niveaux en ressources humaines. Hein, c'est très large, hein, recrutement, rémunération, peu importe, et un taux de 77% de discrimination. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce podcast, fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Et c'est le dernier épisode de la saison déjà. Enfin, on va se prendre un petit mois de vacances, Charles et moi, pour avancer d'autres trucs. D'ailleurs, on est en plein dans la préparation de la saison prochaine. Donc, on va recommencer les épisodes dès le 6 août. Donc, manquez pas ça. On a déjà des super beaux invités. On est en train d'enregistrer, mais on a quelques enregistrements qu'on a déjà hâte de vous partager. Et juste avant de vous présenter mon invité de cette semaine, parce qu'on reçoit Sam Bellamy, où on va parler encore d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci vraiment avec l'angle de la diversité. Vous allez voir, c'est super intéressant. Mais avant d'amener Sam dans la conversation, je voulais prendre le temps de remercier Laurence, qui ça m'a vraiment fait sourire cette semaine. Elle a écrit un commentaire dans LinkedIn où elle a tagué La Talenterie, puis elle disait que non, elle est pas tellement conquise par les podcasts en général, à part celui de La Talenterie et celui de Go Pirate. Donc, ça m'a vraiment touchée. Et sache, Laurence, que d'ailleurs, on prévoit enregistrer avec Go Pirate bientôt. Donc, ça te fera un épisode juste pour toi. Puis moi aussi, j'ai super hâte de les recevoir d'ailleurs. Et merci à tous ceux qui, comme Laurence, parlent de La Talenterie, partagent l'épisode, nous écrivent pour nous dire que vous avez aimé tel ou tel sujet, nous donner des commentaires constructifs aussi, des fois, qu'est-ce que vous aimeriez mieux voir, les épisodes qui vous rejoignent plus ou moins, pourquoi. Bref, continuez à le faire, puis continuez, si c'est possible, à répandre la bonne nouvelle, nous donner des étoiles, des pouces en l'air, des commentaires. Ça nous aide à faire grandir la communauté. Puis sur ce, je vous présente Sam Bellamy, qui est fondatrice et CEO de l'entreprise Bazooka. Et premièrement, bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir invitée, c'est super cool. Bien, je suis full contente de t'avoir, tu sais, je trouve vraiment inspirante de par ton parcours, puis aussi ta mission d'entreprise, c'est vraiment le fun, puis je suis super contente de donner de la visibilité à ça, quoique je sais que tu en as déjà beaucoup. Mais bon, je pense qu'il faut en parler, puis en parler plus. On a parlé de Bazooka, là, c'est ce que tu fais en ce moment. Oui. Mais j'ai fouillé un peu aussi sur toi avant qu'on enregistre, puis là, je pèse mes mots, tu as vraiment un parcours impressionnant. Tu es une multi-entrepreneur. Tu as eu des bars, des restaurants, une agence de développement de publicité. Puis aujourd'hui, ben là, on l'a dit, tu es à la tête d'une entreprise qui est prolifique en TI. Tu es assistante de recherche puis assistante d'enseignement à l'UQAM. Tu es aussi enseignante en administration des affaires dans plusieurs écoles, si j'ai bien compris. Oui, exact. Dans 8 écoles depuis que j'ai commencé, oui. 8 écoles? Oui, dans 8 cégep et centres de formation professionnelle depuis que j'enseigne. J'enseigne depuis 7 ans maintenant. C'est incroyable. Puis au niveau des diplômes aussi, tu as tout qu'un parcours. Tu as un doctorat en philosophie, administration politique et éducation, une maîtrise en administration des affaires, fait qu'il y a un MBA, un DESS en gestion de l'éducation, tu as un bac en formation professionnelle collégiale, tu as un deuxième bac en comptabilité, puis tu as même une formation de chef cuisinier. Puis t'as même des études reliées en design graphique, impression, puis tout ça. Comment t'as fait pour... T'as pas 60 ans, là? Non, pas du tout, mais je pense que c'est mon désir d'apprentissage qui est comme insatiable. J'adore apprendre, puis mais j'ai quand même... j'ai une passion pour aller jusqu'au bout des choses, fait que j'ai toujours voulu apprendre. Donc, dès qu'un sujet m'intéresse, je vais l'apprendre, puis je l'apprends en profondeur, je le pratique intensément, puis après ça, je passe à autre chose. Donc, tu parlais du doctorat, je le fais présentement à l'Université de Laval, donc il n'est pas terminé, mais j'ai à supporter des collègues aussi dans la recherche, puis j'adore ça aussi. Dès que j'ai du temps, je le fais. Je siège aussi sur des CA, sur des OBNL, puis j'adore ça aussi, donner aux communautés.
Hey, je savais pas ça, mais en même temps, ça me surprend pas parce qu'on s'est rencontrés dans un contexte où tu donnais ton temps. Dans le fond, on était membre d'un jury pour Oui, Jeunes pour le développement durable. oui. Hey, tes semaines doivent être quand même chargées, là, parce qu'en plus, tu sais, bon, t'es maman, t'as une vie personnelle prolifique. En tout cas, je te trouve vraiment impressionnante et admirable. Merci, c'est gentil. Puis là, j'ai le goût que tu nous parles un peu de ton entreprise. Parce que là, Bazooka, il y a deux affaires, il y a comme deux Mhm, branches. mhm. Puis ils sont un peu interreliés. Fait qu'on va creuser après sur qu'est-ce que ça change dans le monde du travail. Là, mais Parfait. présente un peu tes produits. Oui, ben dans le fond, moi, je suis la fondatrice de Bazooka. Bazooka, c'est une entreprise qui existe depuis 3 ans, une entreprise technologique montréalaise. Puis en fait, on fait du développement de produits, puis on commercialise nos propres produits. Fait qu'on en a deux pour commencer. On a Bazooka, qui porte le nom de la compagnie, qui est une plateforme de mise en relation et de gestion de stagiaires. Donc, on vend aux écoles de formation postsecondaire, cégep, université et centres de formation professionnelle. Fait que vraiment, on automatise, puis on allège le processus de gestion des stagiaires pour les enseignants qui encadrent leurs stagiaires, mais aussi les superviseurs de stage au travail. Puis maintenant, il y a Elis depuis peu, qu'on travaille très, très fort dessus, qui est une application qui aide vraiment à supporter les organisations qui font des efforts en diversité et inclusion, particulièrement au niveau de la sélection de candidats. Mm-hmm. Puis on va en reparler plus des listes parce que c'est très relié au sujet. Puis, mais juste Ouais. avant, j'ai lu sur le blog Les sources humaines que dans le fond, ton parcours un peu atypique, là, où tu avais étudié plein d'affaires, puis fait plein de trucs, faisait en sorte que tu avais de la misère à te trouver des emplois à certains moments dans ta carrière. Puis Ouais. ça a été ça un peu, je pense, ton inspiration pour Bazooka RH? Ouais, quand même. En fait, moi, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses en entrepreneuriat. J'ai jamais arrêté d'étudier. J'ai travaillé aussi, même si je ne le mets pas sur mon LinkedIn parce que ça aurait été trop, là. Mais j'ai travaillé dans les grandes entreprises. J'ai travaillé comme comptable aussi, comme des grandes entreprises comme Cascade, gestion de projet chez Pratt & Whitney. J'ai fait des petites entreprises aussi. Puis, fait quand avec l'entrepreneuriat, dans mon expérience, quand j'ai eu mon fils et que je voulais changer de domaine parce que le domaine de la restauration était beaucoup trop prenant pour une mère comme moi, là, qui avait un petit garçon puis qui ne pouvait pas travailler sur 3 chiffres à la fois. Hein, quand on est dans le domaine du bar-resto, on ne s'arrête jamais. Ben, je voulais changer de domaine. Puis à chaque fois que j'envoyais des CV, j'allais en entrevue des fois, puis c'était comme, ben non, les gestionnaires ont dit, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de toi. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ton CV, je sais pas où te mettre. Mais tu sais, j'applique quand même pour un poste, là. Ouais, c'est ça. Puis il me Comment ça, je disait, sais pas. non, il disait que j'étais pas approprié pour le poste, qu'il pense que je vais m'ennuyer, que c'est un poste qui était souvent des fois redondant ou routinier, c'était pas bon pour moi. Finalement, il regardait d'autres postes qu'ils avaient à l'interne, puis il disait, ben là, je peux pas te mettre dans telle équipe, t'es meilleur que mon gestionnaire, fait que il va y avoir des conflits à l'interne. Il y en a même un qui m'a dit, je pense que si je t'embauche, tu vas prendre ma place dans 6 mois, je pense pas que c'est une bonne idée, en blague, mais il y a toujours un fond de vérité, tu sais. Ouais. Quelqu'un te dit ça en entrevue, c'est assez spécial. Fait que finalement, je trouvais pas de travail, en fait, après mon congé de maternité. Fait que c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, ben écoute, une de mes amies m'a dit, Sam, avec toute l'expérience que tu as, pourquoi tu t'enseignerais pas? Puis là, j'ai dit, ah, peut-être. J'ai dit, mais je pense pas que je serais peut-être le type de personne qui enseigne, même si j'aimais beaucoup la formation en entreprise, parce que j'embauchais, puis j'encadrais. Finalement, j'ai essayé, j'ai envoyé mon CV dans une vingtaine de cégep, puis ils m'ont tout appelé. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner des charges de cours en gestion de commerce, technique administrative, technique comptabilité, gestion particulièrement. Puis c'est ça, j'ai fait le tour. Je prenais des charges à chaque session de différents cégeps. Des fois, j'enseignais dans 3 cégeps en même temps pour compléter une charge à temps plein. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait un besoin pour Bazooka parce que j'avais toujours des cours que souvent, il y a des profs qui ne voulaient pas nécessairement faire, qui était le cours de stage. Puis moi, vu que j'avais beaucoup d'expérience de travail, c'est souvent celui qu'on me donnait. Parce que j'avais de la facilité à créer des liens avec des employeurs. Puis là, ben, c'est l'histoire ancienne, hein. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin pour l'encadrement puis la gestion de stagiaires parce que c'était vraiment tout croche pour moi, mais pour mes collègues aussi. Puis ben, maintenant, c'est ça, on est super fiers de les servir de plus en plus de cégep à chaque session. Puis, tu sais, une des affaires qu'on parle pas souvent quand on parle de diversité et inclusion, parce que je t'entends, puis tu sais, tu as un parcours qui est différent. Bon, tu sais, les fameux, moi, j'ai un profil atypique, mais il y a des gens qui ont vraiment un profil atypique pour vrai, là, parce que les vrais profils linéaires, c'est plus rare. T'as-tu l'impression que ça fait un peu partie de ta mission de faire de la place pour ces personnes-là qui, comme toi, ont étudié plein d'affaires, ont essayé plein de choses? Ouais, en fait, oui, dans le sens que moi, je me suis retrouvée nulle part. Puis même quand je te dirais que je travaillerais avant, je vivais un peu aussi de l'intimidation
de collègues qui étaient frustrés que je sois là, qui trouvaient que je prenais trop de place ou que je faisais les tâches qui m'étaient assignées beaucoup trop vite comparativement à mes autres collègues. Donc, je les faisais paraître mal. Donc, c'était vraiment des discussions tout le temps à ce niveau-là. Puis, c'était saoulant à la fin, puis ça me décourageait. J'allais travailler, mais je n'étais pas contente d'aller travailler parce que moi, je veux que ça aille vite, je veux que ça bouge. Puis, il y en a d'autres que, oui, ça bouge, mais quand même pas trop. T'sais. Nous, on fait ce qu'on a à faire en 35 heures. Toi, tu le fais en 15-20 heures. T'arrêtes-tu, toi, là, comme tu le pompon, là? Fait que, un peu comme on dit à la blague d'un col bleu, mais ça se passe en entreprise aussi. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qu'on amène souvent trop d'idées. Les gens trouvent que le changement est trop rapide, qu'il y a trop de choses à gérer. Puis moi, je carburais à ça. Donc, c'est un profil très entrepreneur. Puis je me retrouverais nulle part. Donc, maintenant, je suis à mon aise dans ma propre organisation. Puis quand j'embauche aussi, parce qu'on est une équipe quand même, j'embauche des gens qui ont le profil le plus explosif possible. Puis c'est tellement exceptionnel de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis souvent, moi, j'affiche un poste, mais à la fin de la journée, je leur demande mais qu'est-ce que tu aimes faire? Puis qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je vois que tu as fait plein de choses. Parce que moi, je veux que tu travailles dans ce que tu aimes faire, puis que tu vas pas nécessairement te tanner, puis tu vas avoir du plaisir à faire parce que je sais que tu vas bien le faire. Puis après ça, je prends les tâches qu'ils aiment pas, puis j'essaie de créer un poste avec, puis je trouve quelqu'un qui va aimer faire ça. C'est tellement brillant, puis malheureusement, on n'a pas encore beaucoup cette latitude-là dans les organisations, des fois parce que le monde n'a pas le temps de repenser ça, mais aussi des fois parce que c'est challengeant, comme tu le dis, là, le changement. Ouais. Puis ça fait comme le pont parfaitement avec ton deuxième produit qui est Ellis, parce que c'est un peu de revoir nos méthodes de recrutement. Je te laisse en parler avant qu'on plonge plus deep, là. Oui, ben en fait, Ellis, tu sais, avec Bazooka, j'espérais donner de la place à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience de travail, dont les stagiaires, les étudiants ou toute autre personne qui a un profil vraiment junior. Mais malgré tout ça, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui étaient mis à l'écart. Donc, j'essaie de régler cette problématique-là, mais j'ai vu qu'il y avait des problématiques que je ne pouvais pas régler avec Bazooka, absolument. Donc, ça veut dire que mes étudiants qui étaient issus de la diversité étaient encore les derniers à être placés en stage. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Parce que ça n'a pas de sens. Puis après ça, j'ai commencé à faire des recherches sur la diversité, l'inclusion au travail. Puis je suis tombée sur des recherches exceptionnelles, dont un de Jean-Philippe Beauregard de l'Université de Laval, qui est sociologue en inclusion, diversité et immigration. Puis en fait, dans les études qu'il a faites dans la dernière année, en fait, en 2020, en fait, les gens ont un taux de discrimination. Ceux qui sont issus de la diversité, qui n'ont pas un prénom et nom de famille canadien-français, ont 33 à 77 % de taux de discrimination à la sélection du CV. Wow! C'est énorme. Et le 33 à 77 %, il faut savoir aussi que ça dépend du secteur d'activité. Donc, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus discriminatoires que d'autres, en fait. Mais c'est quand même beaucoup trop grand. Là. On parle du moyen quasiment de 50 % de taux de discrimination. Donc, pour moi, c'était inacceptable. Puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai quand même un privilège dans ma diversité, j'ai quand même un privilège de ne pas avoir un nom à connotation super étrangère. C'est plate à dire, mais c'est une richesse quand même que mes parents m'ont donnée. Fait que je ne sens pas cette discrimination-là au niveau de la sélection de CV. Je me faisais souvent appeler en entrevue. Fait que je ne vivais pas ça, mais je voyais mes étudiants le vivre. Puis j'essaie de trouver une solution pour le régler. Puis c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Ellis, en fait. Puis tu sais, ça, en tout cas, on pourra en parler pendant vraiment longtemps. Puis d'ailleurs, on va enregistrer un podcast exclusivement là-dessus avec une autre personne qui est spécialiste en diversité parce que il y a beaucoup de préjugés, de racisme systémique, de bien conscience qu'on pourrait creuser vraiment deep là-dedans. Là, on va rester un petit peu plus sur le côté AI, diversité, puis tout ça. Mais où c'est que je m'en allais avec Missy? Ouais, c'est ça, tu parlais de ta recherche. Je veux juste revenir là-dedans. Est-ce que tu te souviens, c'est dans quel secteur d'activité qu'il y a plus de problématiques? Je serais curieuse. Oui. Le plus haut taux de discrimination est en ressources humaines. En ressources humaines. Pour des postes de ressources humaines? Pour des postes de ressources humaines. Donc, des gens issus de la diversité appliquent sur des postes de différents niveaux en ressources humaines. Là, c'est très large, là, recrutement, rémunération, peu importe, et un taux de 77 % de discrimination. Puis là, je veux pas faire des théories à Catherine, mais c'est-tu parce qu'ils ont plus de crainte d'avoir des collègues qui sont issus de la diversité? T'sais, on a-tu des hypothèses sur pourquoi? Il n'y avait pas d'hypothèse dans la recherche, puis je vous invite à aller la lire. Là. C'est Jean-Philippe Beauregard de l'Université de Laval.
mais il n'y avait pas de raison. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des biais qui sont inconscients. Donc, c'est des préjugés avec lesquels on grandit ou dans lesquels on a été élevé ou de notre expérience qui a un impact sur les actions qu'on prend. Donc, de discriminer qu'une personne basée sur son nom, son prénom, parce qu'il n'est pas, qui est issu de la diversité ou de la couleur de sa peau ou de son genre aussi ou de son handicap. Et il y a les biais qui sont conscients, qui malheureusement qui existent. Là, on appelle ça plus la discrimination directe. Donc, des gens qui sont conscients qu'ils ont un biais, mais qui voient un CV d'un Mohamed puis qui volontairement le mettent à la poubelle versus un autre CV à compétences inférieures. Oui, puis il y a bien du chemin à faire là-dessus. Puis justement, je vais te demander de nous expliquer comment Élise fonctionne, parce que ton but derrière ça, c'est justement de limiter les biais inconscients ou de les mettre un peu dans le visage des gens, faire comme attention, là, je te mets un red flag, tu es peut-être en train d'avoir des biais. Parle-nous-en donc un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, Élise? Élise, c'est vraiment intéressant parce que ça va beaucoup plus loin qu'un matching, comme on dit, le jumelage entre candidats, que beaucoup d'applications font déjà, je pense, quand même très bien, mais malheureusement, souvent ces outils-là n'ont pas le souci de s'assurer qu'il y a le moins de biais qui se glissent dans la sélection. Élise, en fait, c'est 5 étapes simples. Là. Dans le fond, on commence par un audit des profils de diversité qu'il y a dans une organisation. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des entreprises, surtout qui ont un gros volume d'employés, qui ne savent pas leurs données en diversité. Donc, ils peuvent savoir à peu près femmes, hommes, autres, puis des fois autochtones ou racisés. Mais c'est un grand spectrum. Hein. C'est voir la diversité comme un tout, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'il y a tellement de différences dans les types de diversité. Puis c'est important de savoir lesquels parce que, en fait, la façon de gérer ces diversités-là vont être différentes. Autant de diversité qu'il y a, autant de différences de gestion qu'il y a. Fait qu'on fait l'audit de ces données-là. Ensuite, on fait l'analyse des campagnes de recrutement. Ça veut dire que lorsqu'il y a une campagne de recrutement pour un poste donné, qu'il y a des gens qui appliquent sur ça, nous, on analyse le bassin des gens qui ont appliqué versus les compétences qu'ils ont. Fait qu'on s'assure de faire un jumelage qui est inclusif. Ça veut dire que c'est un jumelage qui n'est pas juste basé, oui, qui est basé sur les compétences et l'expérience principalement, mais on va élargir le jumelage vers des CV qui sont issus de la diversité. Ça veut dire qu'ils ont des études faites à l'étranger ou des traductions de type de diplôme aussi qui ne viennent pas d'ici, mais qui viennent dire la même affaire. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement eu leurs équivalences aussi vont être capables d'être suggérés quand même si ce n'est pas exactement le nom du diplôme qui avait été demandé ou le nombre d'expériences. Donc, l'algorithme qu'on a développé est capable de lire ça. Fait que c'est beaucoup plus inclusif. Ensuite, on fait de la recommandation selon les objectifs que l'entreprise a eus, parce que les entreprises souvent vont avoir des objectifs en équité, diversité et inclusion. Ça veut dire qu'elle va dire, d'ici 5 ans, j'aimerais augmenter de 5% le nombre de femmes dans mes postes de gestion, par exemple. Il est possible de mettre cet objectif-là dans l'application et elle va venir suggérer des profils qui vont, oui, respecter les fondations de base du poste demandé, qui sont l'expérience et les compétences, mais aussi va aller suggérer des profils qui répondent à cet objectif-là d'augmenter cette diversité-là dans notre organisation. Ensuite, on analyse tous les efforts qu'on fait, c'est-à-dire que comment on analyse les efforts que le recruteur fait, parce que chaque recruteur a son accès sur l'application. Donc, c'est pas l'entreprise qui recrute, mais chaque recruteur dans l'entreprise. On vient voir c'est quoi ses comportements sur l'application grâce, oui, au jumelage, mais ensuite, quand le jumelage est fait, il y a un envoi automatique à une demande d'entrevue. Donc, il y a une demande d'entrevue ou une demande d'examen, de compétences, dépendamment s'il y a des tests de français, anglais, ou mathématiques, oui, à la personne qui est recrutée. Donc, elle est convoquée à une entrevue et elle répond. Et ça, c'est monitoré. Donc, quand l'entrevue est demandée, c'est monitoré. Il y a une trace. Quand le candidat répond de chez lui, oui, je suis intéressé par l'entrevue ou je suis pas intéressé, il y a une trace. Et lorsque l'entrevue a lieu, il faut laisser des notes à savoir la raison pour laquelle ça a bien été ou ça n'a pas bien été ou si on donne suite au candidat. Donc, ça permet aux recruteurs de vraiment se poser les bonnes questions puis de se remettre en question puis de dire, si je écarte le CV, est-ce que c'est vraiment pour des bonnes raisons? Est-ce qu'il y a des biais qui se glissent dans mon comportement qui font en sorte que je discrimine quelqu'un
sur la base que moi j'aime pas les gens d'HEC parce que moi j'ai été là une fois puis ils sont super snobs, je veux rien savoir. Ou elle je l'aime plus parce qu'elle est à l'université de Laval comme moi puis les gens de l'université de Laval on s'entend super bien. Ça aussi c'est des discriminations qui sont souvent inconscientes mais qui ont un impact sur le choix qu'on fait et qui vient causer préjudice à une personne qui aurait peut-être les compétences pour le poste mais parce qu'elle vient pas de ton école chouchou ou elle a pas le sexe ou le genre que tu veux. Ben ça vient ternir un peu les efforts qu'on fait pour inclure tout le monde dans une organisation à la hauteur de ses compétences et pour les bonnes raisons. Donc voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait à Elis, c'est que oui, il y a le jumelage, il y a l'analyse des billets qui se glissent, donc on peut savoir s'il y a des billets qui se sont glissés. Puis un autre exemple que je pourrais donner, c'est que ça fait 5 recrutements que tu fais, puis que les meilleurs candidats que je te propose sont issus de la diversité, mais que par choix, tu ne prends seulement celui qui a un taux de compatibilité de 8%, qui est caucasien, francophone, ben c'est sûr que je vais me poser des questions. Et l'application va se poser des questions parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On te propose le top 10, c'est des Mohamed, des Nguyen et tout ça, mais tu les convoques jamais en entrevue. Puis quand tu les convoques en entrevue, de toute façon, c'est toujours la culture ne fit pas ou des raisons qui sont banales. Mais l'application, elle mesure ça et ça permet de pouvoir avoir un portrait vraiment de est-ce qu'on a des biais, puis qui a des biais dans l'organisation aussi, parce que souvent, l'organisation a un désir tellement fort de faire du changement, mais le bottom ne suit pas les directives de la haute direction dans sa volonté d'inclure et sa volonté d'amener une culture d'entreprise qui est inclusive. Donc, voilà ce qu'Elis fait. Donc, Elis mesure les biais inconscients lorsqu'ils s'y glissent dans la sélection, mais aussi supporte les gestionnaires et les recruteurs à faire mieux, puis à se re-questionner sur ses propres biais. Donc, c'est un apprentissage. C'est génial où on est rendu aujourd'hui. Puis, tu sais, une question que je me pose, mettons qu'il y ait un recruteur qui est flagué, est-ce que vous lui envoyez l'information à lui pour lui donner la chance de changer ses comportements? Ça s'en va-tu directement à la haute direction? Comment c'est fait? Non, c'est un rapport qui est de chaque personne, en fait. Chaque personne a son rapport des derniers recrutements. Fait qu'on peut voir les tendances. Ah, tu vois, ça fait 5 fois que j'embauche que des femmes. Ça se peut que les CV des femmes étaient les meilleurs tout le temps. Ça se peut. Fait que c'est important que l'humain reste la personne qui décide et non le logiciel. Donc, parce qu'il y a beaucoup de subtilités qui sont pas palpables, qu'on peut pas mesurer et qu'on peut pas contrôler avec un algorithme d'intelligence artificielle que seulement l'humain peut encore contrôler. Donc, la présence des recruteurs est tellement importante et l'éthique d'un recruteur, c'est tellement important, mais c'est vraiment un outil de support à la décision et c'est comme un miroir, en fait, de ce qu'on fait, de nos biais. Et puis, il n'y a pas c'est pas une police, là. Le but, c'est pas d'envoyer un rapport à qui que ce soit, c'est d'avoir un portrait, un baromètre de nos comportements qu'on fait en recrutement, puis de s'assurer qu'on embauche les personnes pour les bonnes raisons, puis seulement sur les compétences qui sont essentielles au poste et non selon nos croyances personnelles, nos préjugés sur la façon qu'on a grandi ou de notre patelin ou de l'université où on a été ou moi j'aime pas. J'en ai vu des femmes, moi j'aime pas travailler chez une femme, j'aime pas travailler avec des femmes, c'est tellement fatigant. Mais ça c'est un biais aussi. Fait que ou les biais de je suis une fille dans l'équipe parce que c'est une équipe de gars, ça va pas fitter, la culture est vraiment plus masculine, elle va pas aimer nos jokes, puis on l'écarte même si elle a les compétences parce qu'on veut rester en boys. Mais ça aussi, c'est un biais. Donc, il y en a qui sont conscients, malheureusement, mais il y en a aussi qui sont beaucoup, beaucoup inconscients. Puis d'ailleurs, quand tu implantes ce genre de solution-là au support à la décision, est-ce que tu sens qu'il y a de la résistance au changement? Comment c'est accueilli? Est-ce qu'au contraire, une fois que tu as expliqué... Oui, il y a de la résistance. Au départ, il y a de la résistance parce que les gens, c'est comme, bon, la police, la diversité. Mais puis souvent, mais c'est pas la haute direction du tout. C'est pas non plus le middle management. C'est vraiment les recruteurs. Puis c'est un poste tellement important, puis qui est des fois, malheureusement, qui est trimballé n'importe comment, puis donné à n'importe qui. C'est pas un poste de vente, là. C'est un poste d'accompagnement, là. Aux objectifs organisationnels. Donc, c'est sûr que si on a quelqu'un qui n'est pas passionné de ce poste-là puis qui n'a pas à cœur les objectifs organisationnels puis l'émancipation de la société, une société juste et équitable, puis ça passe par l'inclusion et le recrutement, c'est la porte d'entrée, en fait, puis que c'est pas pris au sérieux, c'est sûr que ça va être vu comme une menace. Mais moi, vraiment qu'on
on fait son travail, il y en a pas de problème. Mais puis j'imagine qu'il y a le côté, tu sais, certaines personnes qui se sentent menacées parce que c'est un changement de vision, de mettre au cœur la diversité, mais il doit en avoir aussi que c'est le côté intelligence artificielle, police, mesure, data qui leur fait peur. Fait que j'imagine que vous accompagnez les organisations pour que ça se passe bien, oui. puis qu'il y a de la gestion de changement à faire, là, puis du positionnement. Bien sûr, l'outil ne s'intègre pas comme ça. En fait, on a fait des partenariats avec des consultants en diversité et inclusion et ils intègrent dans leur pratique l'application ELIS. Donc, ça vient de la formation, du coaching, vraiment, c'est un accompagnement complet. Là. Donc, ELIS, c'est une partie tellement petite de l'accompagnement qui vient avec ce changement de culture-là. Et nous, on n'a pas la prétention que le chef va régler tous les problèmes, mais vraiment plus supporter, donner les données et le data qui est nécessaire pour prendre des meilleures décisions, puis de régler les bobos où est-ce qu'ils sont les vrais bobos. Parce que souvent, on y va très rapidement vers la formation sans nécessairement savoir c'est quoi le réel problème. Tu sais. Ouais. Donc, des fois, c'est le recrutement, mais puis des fois, c'est la sélection, parce que justement, c'est l'âge. Ça, c'est la sélection. Mais des fois, c'est aussi c'est la rétention aussi. Donc, c'est bien beau les recruter, mais après ça, si après un an, ils quittent tous, il y a un problème. Tu sais. Donc, c'est se poser les bonnes questions. Donc, c'est un début c'est une amorce vers une culture d'entreprise qui est plus inclusive, en déjà ouvrir la porte à ces gens-là, pas à tout prix. Donc, on n'est pas dans la diversité à tout prix. On est pour les bons candidats dans les bons postes, point. Puis si il y a des gens de la diversité, tant mieux. Puis s'il n'y en a pas qui sont les meilleurs, ben tant pis. Hein. Le but, c'est pas de la diversité de le mettre à la gorge. Là. C'est vraiment que les gens soient choisis pour les bonnes raisons et seulement pour ces raisons. Puis est-ce que, là, je veux juste être sûre que je comprends bien, est-ce que vous le faites, le mesurer le taux de roulement des personnes issues de la diversité, puis au-delà du recrutement? OK. Non, nous, on est vraiment spécialisés dans la sélection. Il y a des entreprises qui nous demandent est-ce que vous allez faire rétention? Mais oui, ça serait bien. Nous, on est très, très nichés là-dedans. Puis on est vraiment content d'être performants là-dedans. Éventuellement, on espère être capable d'évoluer le logiciel vers d'autres étapes en RH, là, de la durée professionnelle d'un candidat, de sa sélection jusqu'à quand il quitte. Mais pour l'instant, on est vraiment dans la sélection. Oui, puis il y aurait aussi promotion, salaire, y a-tu des billets? Parce que là, il y a l'équité salariale qui adresse les billets. Mais c'est très, très, très limité, là, on va se le dire. Là. Il y a peut-être un petit besoin de revoir ça. Fait que, en tout cas, il y a de la place pour que vous vous amusiez puis que ça évolue. Là. Mais puis si on revient, dans le fond, là, ça fait comme 1 an que tu as lancé ELIS à peu près, si je ne m'abuse? Oui, à peu près. Bazooka, ça fait 3 ans, puis ELIS, ça fait 1 an. Là. 1 an et demi qu'on travaille dessus, mais ça fait quand même... 1 an qu'on est vraiment actif par rapport à ça. Puis tu l'as, parce que, dans le fond, je te pose ça parce que le timing de quand tu as lancé ça, c'était, je pense, pas loin de tout ce qu'on a vécu là, comme bouleversements sociaux avec Black Lives Matter, entre autres. Ouais. T'étais-tu là-dedans? Puis comment ça l'a influencé ton positionnement puis ton lancement, ça? Oui, en fait, ça nous a pris de court, tu sais. On était vraiment, c'est sûr que c'était choquant là, pour le meurtre là, qu'il y a eu. C'est sûr que ça nous a tous touchés. Puis nous, on travaillait là-dessus depuis avant. Mais quand ça s'est arrivé, on a senti qu'il y avait une urgence de le réaliser le plus rapidement possible parce que quand une start-up lancer 2 produits en même temps, c'est un suicide. Donc, nous, on avait décidé que malgré qu'en développant Bazooka, on a vu qu'il y avait un besoin pour ELIS, on s'est dit, OK, wow. Commercialisons Bazooka, faisons un peu de sous pour payer tout le monde, puis avoir un roulement, puis après ça, on mettra du temps sur ELIS. Et c'est arrivé. On a commencé à mettre du temps sur ELIS, mais après ça, le Black Lives Matter, puis tout ça est arrivé, puis on était comme, wow, puis on était déjà là-dedans. Donc, disons que ça a précipité les choses. Puis aussi, on a fait différents programmes de formation. Je ne sais pas si tu l'avais dit, mais on a quand même gagné 13 prix dans la francophonie depuis qu'on existe. Dont 2 qui sont pour ELIS. Et c'est ça, donc on a été sélectionnés pour un programme d'entrepreneuriat pour ELIS. Ça venait tout juste de tomber.
Puis non, c'était vraiment opportun. Puis oui, on a dû s'activer beaucoup plus rapidement. Puis c'est là qu'on a commencé à me solliciter un peu plus pour parler de la solution et siéger sur des panels aussi. Je veux dire, j'ai parlé aussi à Radio-Canada aussi, je fais des entrevues aussi sur les biais qui se glissent en intelligence artificielle. Donc, c'est rendu comme un sujet à la mode, mais c'est nécessaire d'en parler parce qu'il y en a encore dans la société, malheureusement, qui sont lésés par ces biais-là. Oui, ben il y a une question de comment on dirait qu'il y a un timing, là, que les gens sont prêts. C'est une évolution sociale puis une évolution des mentalités. J'ai l'impression qu'on est passé à une autre étape. Malheureusement. Je suis d'accord avec toi. Oui, il y a bien du chemin à faire. Puis, tu sais. Ah, bien sûr. Mais au moins, on est comme rendu à quelque part de plus. Puis, bien sûr. Bien sûr. Moi, je trouve qu'on s'est vraiment amélioré comme société. On est beaucoup plus informés. C'est ça, puis les gens, je vois, il y a des gens qui sont bloqués, c'est sûr, mais je vois des gens qui prennent le temps de s'instruire, d'apprendre, de lire. Il y a des podcasts, il y a des blogs, il y a tout. Puis je te dirais que Ellis, avant Black Lives Matter, c'était comme, c'est cool, mais les gens avaient comme plus peur, étaient plus craintifs, me questionnaient beaucoup plus sur mes intentions. C'était comme, tu veux nous épier, c'est quoi l'affaire? Ils ne trouvaient pas que la diversité et l'inclusion, c'était un sujet qui valait la peine d'être abordé, d'être réglé. Puis quand Black Lives Matter est arrivé, là, c'est rendu que c'était une priorité. Prise de conscience. Oui. Disons que le message passe beaucoup mieux maintenant. Ouais. Oui, je pense que ça a été un choc social. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu dis, là, mettons, je pense à peu près 3 ans, j'ai assisté à une formation, puis c'était une journée, là, en tout cas, moi, je donnais une partie de formation, puis il y avait plus loin d'autres filles qui étaient, je pense, centre local d'emploi. Puis, ils donnaient une formation à une gang de ressources humaines sur les biais dans le recrutement, puis je te dirais que c'était très sensible. Tout le monde, ben non, nous, on n'est pas raciste. Je peux t'assurer qu'il n'y a pas de biais chez nous. On n'a pas de biais envers les femmes non plus. Tu sais, les gens étaient comme ça défensifs. Convaincus qu'aujourd'hui, la même formation avec les mêmes gens dans la salle, complètement un autre discours, une autre réception, là. Oui. Puis je te dirais qu'il faut que ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout le monde a des biais. Tout le monde. Tout le monde. Mm-hmm. C'est pas une question de racisme, pas raciste. Tout le monde c'est un bon point. Tout le monde a des biais. Personne ne peut y passer. Je veux dire, tout le monde en a. Puis c'est juste qu'il faut être conscient qu'on en a. Il y en a qui ont un impact beaucoup plus grand sur nos comportements, nos actions. Donc, qui font plus mal que d'autres, mais tout le monde a des biais. Tout le monde est discriminé versus quelqu'un d'autre, positivement ou négativement. Tout le monde. Donc, déjà, si on accepte ça, que tous les humains sont biaisés et ont des biais, ben là, on peut partir, on peut avancer. Tout à fait. Puis tu as parlé aussi, tantôt, je veux quand même te relancer là-dessus, mais du fait qu'il y a des biais aussi, des fois, dans les algorithmes eux-mêmes, puis que tu es allé en parler beaucoup dans les médias. On en a entendu parler là, dans le passé des biais, des algorithmes qui discriminaient les femmes, d'autres où ils n'accordaient pas des prêts hypothécaires à des personnes dans certains quartiers. Veux-tu nous en parler un peu de ça puis de comment ça a évolué? On est rendu où là aujourd'hui en termes d'algorithme / biais? Oui, ben en fait, faut savoir qu'un algorithme, un algorithme reproduit le comportement ou le raisonnement humain. Donc, c'est simple comme ça. Donc, le but d'un algorithme, c'est de reproduire ce qu'un humain ferait. Donc, c'est sûr que si il y a des biais qui se glissent dans les algorithmes, c'est normal parce qu'on veut reproduire ou on essaie de reproduire le raisonnement d'un humain. Donc, dans le raisonnement d'un humain, il y a des biais. Donc, c'est normal que ça se reproduit dedans. Fait déjà, ça, c'est la base. Maintenant, pour que les biais ne s'y glissent pas, il faut avoir une intention de s'assurer qu'ils ne s'y glissent pas. Puis ça, il y a des bonnes pratiques pour ça, puis je peux en nommer quelques-unes, mais par exemple, il faut que le groupe qui travaille sur le développement de ces algorithmes-là soit diversifié. C'est déjà la base. C'est sûr que si c'est une personne non diversifiée ou qui connaît pas, qui a certains biais, donc il ne peut pas être mis en question par rapport à ces biais-là dans la programmation parce que il y a personne pour le remettre en question, le challenger. Il est tout ça dans sa tête et il a toute son éducation, toute sa mentalité, toute son expérience à lui-même.
puis il crée un algorithme par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ça va reproduire les mêmes biais que cette personne-là qui l'a programmé. Déjà ça. Une autre chose que je pourrais dire aussi, c'est que des fois, les données qui sont utilisées pour travailler l'algorithme, des fois, sont pas assez diversifiées. OK. C'est sûr, si tu développes un algorithme pour une clientèle de Westmount, puis que tu prends le même algorithme puis tu vas l'appliquer dans une clientèle de Montréal-Nord, par exemple, c'est sûr que ça n'aura pas le même impact. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être discriminés à cause de cet algorithme-là. Donc, il y a la diversification des données qui sont utilisées pour faire pratiquer l'algo et exercer l'algorithme, mais aussi les personnes qui le créent aussi, d'avoir un groupe de travail qui est diversifié, qui amène ses idées, qui discute et qui s'assure qu'il n'y a pas de points morts qu'on ne voit pas, en fait. Donc, il y a les angles morts. Donc, c'est vraiment les deux meilleurs conseils que je pourrais te dire. Mais aujourd'hui, il y a une belle amélioration. C'est sûr qu'on a des choses choquantes. Comme par exemple, il y avait un logiciel qui parlait dans les médias, j'ai oublié c'est quoi la compagnie, mais il y a un logiciel qui fait la traduction de mots en français et en anglais et qui utilisait le N-word pour désigner des Noirs quand ils traduisaient en anglais. Mais ça, on peut se demander, est-ce que c'est les personnes qui ont développé l'algorithme qui, eux, identifient les Noirs avec le N-word? Est-ce que c'est une équivalence pour eux? Un Noir est égal à un N-word? Peut-être. Peut-être aussi que c'est le bassin de données qu'ils utilisent avec le bassin de mots, là, des dictionnaires et tout ça qu'ils utilisent. Mm-hmm. Ils ont utilisé un dictionnaire où est-ce que le N-word était dedans et qui était un équivalent à noir. Ça se peut aussi. Donc, il y a toutes sortes de raisons, d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que ça s'est glissé que l'algorithme qui traduit un noir en français arrive, puis il y a le N-word en anglais. Puis là, on dit, oh mon Dieu, est-ce que les algorithmes peuvent être racistes? Et l'algorithme ne peut pas être aussi raciste qu'un humain. C'est ça. C'est à la lumière des humains. Ouais, si c'est arrivé, c'est parce que c'était à quelque part. Exactement, avant. déjà. Parce que le biais lui-même, l'algorithme lui-même ne peut pas être raciste en tant que tel. Donc c'est ça. Mais par contre, il peut reproduire, c'est sûr que l'algorithme peut, avec l'utilisation, développer des automatismes qui vont faire que ça va créer des biais de plus dans l'algorithme. C'est beaucoup plus technique. Mais ça, il faut avoir des bonnes pratiques de revérifier, revalider, retester les algorithmes régulièrement, d'avoir un dashboard d'indicateurs qui dit « Oups, il y a une tendance ici, à les revérifier puis recorriger. » Donc, les algorithmes, c'est pas j'en développe un puis il est bon pour 5 ans. Là. Non, j'en développe un, je regarde dans un mois, dans 3 semaines. C'est un travail en continu pour s'assurer que ces biais-là ne se glissent pas. C'est ça, c'est du policing. C'est vraiment ça. Là. Oui, puis ma question est peut-être niaiseuse, mais c'est un peu dans le sens de ce que tu dis. C'est, j'imagine, si dans notre algorithme, on met, par exemple, je sais pas si l'algorithme va puiser dans Google, mettons, tu sais, des sites web de v'là 10 ans, il y en a, là. Puis peut-être que nous, comme société, on a évolué. Fait qu'est-ce qu'il y a un risque de recul parce que l'algorithme va puiser dans des affaires... Oui, et c'est pour ça que les données aussi, il faut s'assurer qu'elles soient propres, de qualité, comme on dit. Puis la qualité, c'est sur le relevancy, comme on dit que c'est ça, relevant en français, je sais pas aujourd'hui. Pertinent. Pertinent. Et il faut créer d'autres algos ou d'autres règles dans l'algorithme qui vont s'assurer qu'ils vont mettre à l'écart ce mot-là, qui vont pas être considérés dans le résultat qui va être donné à l'humain quand il va travailler avec le logiciel, par exemple. Mais ça, il y a tellement de données à filtrer à quelques secondes près que c'est très difficile de pas qu'il n'y en ait pas. C'est comme si moi, l'algorithme doit aller voir tout Google, tout Facebook, tout Instagram, toutes les données, puis arriver avec une réponse dans 6 secondes parce que tu as cliqué sur le bouton Go, tu sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de so much he can do, là, tu sais. Ça va très vite, donc il y a beaucoup de choses qui se glissent. Donc, c'est rarement volontaire, là. Je vais mettre le nom en N, puis égal à noir, that's it. C'est pas ça. Puis comme tu disais, les algorithmes ils évoluent par eux-mêmes des fois, fait qu'il y a peut-être même pas un humain qui a renforcé quelque chose. Peut-être que lui, il a fait des liens qu'on veut pas qu'il fasse. Là. Exactement. Lui, il a fait le calcul. Il a dit, ça fait, je sais pas moi, 8 fois sur 10, le N-word, c'est égal à homme noir, puis le client qui a utilisé le logiciel était satisfait, il l'a utilisé, ou il l'a pas notifié, ou il l'a pas, flagué. Ça veut dire que c'est correct. Fait que maintenant, par défaut, je vais envoyer que ça. Là, c'est sûr que
Fait que l'algorithme, lui, il crée sa propre personnalité après avec les données, avec les comportements que les humains ont eus en l'utilisant le logiciel, puis il se fait une tête par lui-même. Et c'est là que ça devient dangereux si on ne le flague pas à temps, puis qu'on n'est pas alerte à savoir qu'il y a des biais qui ne se glissent pas dans l'algorithme. Fait que là, j'imagine que chez vous, c'est quelque chose que vous regardez aussi, là, parce que vous n'êtes pas, même si vous avez un algorithme au service de la diversité, vous n'êtes pas à l'abri de créer d'autres biais. Oh non, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri du tout. Puis non, ça fait partie de nos pratiques de revérifier régulièrement puis de se rencontrer. Nous, on a quand même une équipe d'experts quand même assez variée. On a un directeur RH, on a une chercheuse en relations industrielles qui est spécialisée en diversité et inclusion. On a un sociologue sur la sociologie du racisme, un prof en sociologie du racisme. On a aussi des scientifiques de données qui sont eux qui développent les algorithmes. Puis il y a moi. Donc, c'est ça. Donc, on essaie de varier. On est tous de cultures différentes. On a des Blancs québécois, on a des Latinos, on a une personne arabe. Il y a moi qui est noir pour ceux qui m'écoutent et qui ne le sentent pas. Donc, tu sais, on est vraiment diversifié au maximum. On essaie vraiment. Donc, mais on n'est pas à l'abri. C'est une volonté de vouloir s'assurer qu'il y en a le moins possible. Et il faut mettre en place une structure pour ça quand on est une entreprise qui développe des algorithmes. C'est une responsabilité. Oui, clairement. Puis je revenais tantôt, tu as dit, il y avait un timing quand on a commencé à travailler sur Hélice. Il y avait un parcours, je pense, ben là, je le dis parce que j'ai fouillé sur toi, mais tu es datapreneur, dans le fond, ou c'est exact. Ça, hein? Veux-tu nous en parler? Dans le fond, c'est que là, vous travaillez, vous aviez un projet, puis vous avez eu du financement puis de la formation, c'est quoi? Oui, ben en fait, c'est un incubateur. On est des incubateurs et des accélérateurs pour les startups. Et on avait appliqué pour le programme étant donné que moi, j'étais super occupée avec Bazooka déjà. C'est important. Puis Bazooka aussi, j'ai eu la chance de faire partie de différents programmes qui encadrent les entreprises technologiques émergentes. Et c'est ça, donc j'ai inscrit Hélice, l'application, dans ce programme-là d'Datapreneur qui subventionné par Polytechnique et Ivado, l'Institut des sciences des données du Québec. Et finalement, c'est ça, on a été choisis, puis on a été finaliste. En fait, on a gagné une bourse à la fin. On est super contents. C'est notre premier prix. Puis le deuxième, ça va être annoncé à la fin du mois de juin, donc je ne peux pas en parler, mais c'est un très beau prix aussi. Ben, si jamais il est sorti au moment où on sort l'épisode, mais je pense que l'épisode va peut-être sortir juste un peu avant, mais en tout cas, on verra le timing. Puis de toute façon, on invitera les gens à la fin à te suivre sur les réseaux sociaux, toi et ton entreprise. Puis peut-être qu'ils verront ce prix-là, mais je veux revenir à ça aussi parce que ça me fascine parce que tu étais un entrepreneur déjà, tu avais ce background-là, on l'a dit au début, tu as eu des restos, tout ça, tu as plein d'études, mais tu n'es pas une fille de TI pantoute, tu n'avais pas ce background-là. Non. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a pris de faire une entreprise en TI? C'est déjà tellement tough comme milieu. Ouais, mais au début, quand je voulais développer Bazooka, moi, dans ma tête, c'était une plateforme juste d'affichage de stage. C'était ça au début. Et ça a évolué où est-ce que, en sondant les clients, j'ai compris que le bobo dans le processus de stage, c'était pas tant la mise en relation, mais c'était la gestion qui vient avec. Alors là, on a décidé de se focuser sur la gestion, mais là, c'est plus un site web d'affichage d'emploi, c'est une application de gestion. Donc là, c'est un autre niveau. Là, c'est 2 fois, 3 fois le prix qu'un site web qu'on peut avoir normalement. Donc, c'est là que je fais comme, OK, c'est pas des jokes, là. C'est un projet, là. Exact, c'est un vrai projet, ça prend des sous et tout ça. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à me former, à lire sur Internet, des blogs, lire des livres, écouter des conférences, des livres sur comment lancer une start-up à succès en technologie, comment développer une app à succès, des trucs comme ça. Fait que j'ai vraiment, puis ça c'était facile pour moi parce que j'étais passionnée de la mission que j'allais accomplir grâce à la technologie. Puis moi, je pense que tu as pu comprendre, je suis une passionnée d'apprentissage, donc j'ai commencé à apprendre, puis j'ai appris à programmer par moi-même pour le plaisir. Pour le plaisir parce que j'ai embauché quelqu'un pour faire la job. Mais moi, c'était important pour moi de savoir de quoi je parle, tu sais. Fait que là, je prends des cours en ligne de programmation, donc front-end pour ceux qui sont intéressés, mais je prends pas de clients. C'est ça, donc ça me permet d'avoir une bonne vue générale de la gestion de projets technologiques
Et, tu sais, Bazooka, c'est un défi, mais là, pour Elise, c'est beaucoup plus facile. Là. Je sais vraiment où est-ce que je m'en vais. Je connais les coûts, quoi m'attendre, combien de temps ça prend pour vraiment certains trucs. Je peux déjà faire de la planification, la recherche de financement, quand est-ce que je dépense quoi ou à quel moment, qui avoir dans mon équipe, quels sont les rôles divers. Donc, maintenant, c'est facile pour moi, mais c'est vraiment autodidacte. Là. J'ai appris vraiment par moi-même. Puis c'est la première fois que je fais ça parce que d'habitude, je vais vraiment vers le parcours traditionnel. Là, je fais un diplôme de bord en bord. Là. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, c'est la première fois, mais c'est ça. Mais tu avais quand même une couple de trucs en dessous de la cravate là, pour t'aider à avancer. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu as appris à apprendre puis tu as vu plein de choses, j'imagine les liens se font plus facilement. Là. Oui, c'est ça. Le transfert, il est vraiment plus rapide. Là. C'est sûr, j'ai quand même une expérience variée, j'ai vu beaucoup de choses. Puis, comme tu l'avais mentionné, j'ai une formation en graphisme aussi. Fait que je n'étais pas très loin des sites web et des applications. Mais ouais, c'est ça. Donc, comment j'ai fait? À un moment donné, il faut juste que tu te lances. Hein? Puis, tu vas finir par savoir. Tu n'auras pas le choix. Il y a des choses qui vont se passer qui fait que tu n'auras pas le choix de savoir. Ouais. Mais puis ça devait être quelque chose parce que c'est un écosystème, là, si je comprends bien, le milieu des TI. Puis là, tu sais, j'imagine qu'il faut comme un peu que tu t'insères là-dedans. Il y a des compétiteurs, il y a des compétiteurs, il y a... Comment ça se passe? Est-ce que... Dans le fond, comment tu t'insères là-dedans? Est-ce que c'est comme tes rencontres dans des trucs de financement, dans des incubateurs? Ou comment... Ben, c'est sûr que le parcours traditionnel, start-up là, technologique, c'est vraiment accélérateur-incubateur. Il y en a plusieurs à Montréal. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à développer ce réseau-là, parce que le réseau de restaurants-bars, c'est complètement un autre réseau. C'est un autre type d'entrepreneur. C'est comme les courtiers qui vendent les maisons, là. C'est un autre type d'entrepreneuriat. Puis souvent, les gens les voient pas comme des entrepreneurs. Ils les voient, je sais pas trop comme quoi, mais c'est des entrepreneurs extraordinaires, mais ils sont comme à part. Tu sais. La restauration, c'est comme à part. On a l'association des entrepreneurs en restauration, c'est différent. Mais l'écosystème startup au Québec est vraiment grand et vraiment spécifique. Puis c'est vraiment ces programmes-là qui m'ont aidé à m'insérer. Puis après ça, ben, c'est à pitcher mon idée, à faire valoir mon point, commencer à être invité sur certains panels. Puis c'est sûr que je sais qu'il y a probablement, il y en a qui m'ont vu qui ont fait « Ah, ben ça, c'est un imposteur, là. Elle rentre en IA, elle va dans la trend, la mode de l'IA. » Puis j'ai pas de formation, contrairement à des collègues avec qui je collabore maintenant d'égal à égal, qui sont PhD dans ce domaine-là. Mais on arrive à collaborer puis à trouver la force puis les compétences de chacun. Puis je pense que les autres sont extrêmement spécialisés, puis moi, je suis très généralisée dans mes spécialisations, qui fait que j'amène autre chose. Puis je pense que j'ai réussi à faire ma place. Puis, mais c'est vrai que le sentiment d'imposteur aurait pu m'envahir très rapidement au début, mais j'ai pas lâché. Puis c'est sûr que j'apprends, je pose beaucoup de questions. Fait que maintenant, je suis vraiment contente de voir que j'ai ma place dans l'écosystème des sciences des données au Québec. Et je suis mobilisée pour différentes initiatives par rapport à ça, que ce soit sur des panels, mais des ateliers aussi, ou de la vulgarisation scientifique aussi. Puis tu as nommé aussi tantôt qu'une des affaires qui fait que tu lâches pas, puis que tu as appris, puis que tu as été vraiment autodidacte, puis tout ça. Puis on devine, parce qu'en plus, tu enseignais en même temps. Là. Je sais pas si tu as pris un break d'enseignement ou pas, mais en tout cas... Ça fait là, cette session, j'enseigne pas. La semaine passée, j'ai pas enseigné. La dernière fois, c'était l'année passée. OK, fait que t'enseignais pendant que tu développais quand même. Oui. Il faut payer le loyer, c'est ça. Fait que, mais tu sais, bref, ça prenait vraiment beaucoup de volonté, mais tu as mentionné que ce qui te drivait, c'était vraiment la mission, tu sais, de ton entreprise. T'as-tu l'impression que ça va... Ben, j'imagine que oui, là, mais comment tu penses que ça va changer des choses? Comment tu vois la prochaine étape? Ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours voulu être au service des autres. Ça, je savais là, très rapidement dans mon parcours. J'ai toujours été la personne qui voulait être une lumière où est-ce qu'il y a de la noirceur pour les gens, tu sais, éclairer les gens, que ce soit par une réponse à une question. Et c'est souvent par rapport à la carrière. Moi, on m'appelait parce que je fais tellement de programmes, puis j'analyse tellement de programmes. Parce que moi, dès que je finis un programme, j'ai même pas fini un programme de formation, je suis déjà en train de magasiner ma prochaine formation. Genre. Ça, c'est mon genre. Fait que j'en connaissais tellement que mes amis, mon écosystème personnel, ils savaient que, OK, tu as une question par rapport à un choix de carrière ou un choix professionnel, whatever. Tu demandes à Sam, elle va te répondre. Moi, je peux te vomir tous les programmes qu'il y a sur le site de l'UQAM, de l'Université de Montréal. Je les connais toutes par cœur. les notes d'admission, les dates de rentrée, les processus dans... Je connais tout, OK? Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à être au service des autres. Puis j'ai vraiment aimé ça, d'être capable de supporter ma famille, mes amis dans des décisions importantes par rapport à leur développement personnel. Puis après ça, ben,
j'ai dit, OK, c'est ça, moi, que j'aime faire dans la vie, c'était du service des gens, puis être une lumière où est-ce qu'il y a de la noirceur. Puis je me suis assurée de créer une entreprise que je vais pouvoir être capable de construire cette mission-là. Puis par rapport à Bazooka, ben, j'espère que je vais être capable de permettre au plus de monde possible d'avoir une première chance à l'emploi. On a commencé à faire des partenariats avec des organisations à but non lucratif qui ont une mission qui est complémentaire à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils font de l'inclusion, mais des immigrants sur le marché du travail. Mm-hmm. Donc, des immigrants qui ont des diplômes d'ailleurs, mais qui ont pas d'expérience québécoise. On leur propose de passer par les stages pour commencer à avoir de l'expérience sur le marché du travail. Donc, oui, on aide les étudiants qui sont très chanceux d'avoir accès à une éducation puis d'avoir un encadrement, mais il y a aussi ceux dans la société qui sont délaissés, qui ne sont pas nécessairement encadrés par un système scolaire, mais qui aussi cherchent leur première chance à l'emploi. Donc, c'est vraiment de donner la première chance à l'emploi au plus de gens possible, puis avec Élise, de s'assurer que tout le monde doit la dignité par l'accès au travail et à l'accès à avoir un impact aussi dans sa propre communauté, dans sa vie. Parce que sans travail, c'est sûr, c'est difficile de se démerder, d'avoir une vie, de payer ses affaires, d'être fier de soi. Beaucoup de personnes s'identifient beaucoup au travail, de son implication dans la société. Puis nous, on veut faciliter cet accès-là. Donc, vraiment, c'est ça. Plus d'impact pour plus de gens possible. Ben c'est génial. Puis j'ai déjà hâte de voir ça va être quoi la suite. Puis je suis curieuse de voir le prix secret que vous avez gagné. Genre, on te voit pas, mais tu fais une petite danse, là, vraiment nice. Puis, écoute, merci beaucoup. Je le savais que ce serait super sharp à chaque fois. C'est vraiment le fun de te parler. T'es inspirante. J'ai hâte de te recevoir déjà pour refaire un podcast où on va aborder le racisme systémique plus de front. Là. On parlait plus de généralité. Diversité, ça aussi, ça va être un sujet vraiment intéressant qu'on pourra recreuser ensemble. Puis ben d'ici là, je te remercie puis je te dis bonne fin de journée. Allez suivre Sam Bailey sur les réseaux sociaux. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci, c'est super cool. À bientôt. Bye bye. OK, bye bye.